Euh, voilà, nous avons l'information d'un enregistrement en cours. Monsieur Grimbert, vous êtes d'accord pour que cette matinale fasse l'objet d'un enregistrement? Oui, oui, je vous en prie, je vous remercie. Bonjour à tous et merci d'être fidèles parmi nous. Un tout petit mot d'accueil pour chacun d'entre vous et bien sûr pour M. Grimbert. Je suis heureuse de voir que les matinales se poursuivent avec succès et que vous êtes fidèles à nos rendez-vous le deuxième mardi de chaque mois. Quelques personnes, la plupart d'entre vous sont membres de l'IEM, certains ne le sont pas, peut-être le deviendront. Nous le souhaitons. Je suis donc Emmanuelle Duparc, pour ceux qui ne me connaissent pas, présidente de l'IEM, et c'est à ce titre que j'ai le plaisir de vous accueillir et d'accueillir Monsieur Édouard Grimbert. Édouard Grimbert, bonjour. Bonjour. Quelques petits mots d'accueil pour rappeler à ceux qui ne vous connaissent pas qui vous êtes. Vous êtes diplômé de Sciences Po Paris, vous êtes diplômé également de l'Université d'Assas, titulaire d'une maîtrise de droit public. Vous avez fait l'essentiel de votre carrière dans le secteur bancaire et aujourd'hui à la SFIL, qui est la Banque publique de développement du groupe Caisse des dépôts. Au sein de la direction des ressources humaines de la SFIL, vous êtes responsable RH développement des talents, coach interne, référent risques humains et médiateur interne. Et c'est sur cette fonction de médiateur interne que nous allons vous entendre et vous questionner aujourd'hui. Je complète rapidement votre curriculum vitae pour préciser que vous êtes également administrateur de l'Association nationale des médiateurs et que vous animez le séminaire Médiation en entreprise du Master 2, Stratégie et ressources humaines de l'Université Paris-Dauphine. J'espère que j'ai souligné les traits les plus saillants de votre CV. J'en ai certainement oublié et je vous demande pardon pour des omissions qui seraient importantes. Aujourd'hui, vous êtes venu nous parler du thème suivant, médiateur interne, médiateur externe, quelle similitude, quelle différence. C'est la première fois que nous avons le plaisir d'accueillir un médiateur interne au sein de nos matinales et nous sommes très heureux de cela, puisque ce thème est tout nouveau pour nous. Comment s'organisent ces matinales? Eh bien, je vais passer la parole à Éric Seban, qui va remplacer, entre guillemets, Jocelyne Canetti, qui est la présidente de la commission communication. Jocelyne n'a pas pu être présente ce matin, et c'est Jocelyne qui, habituellement, anime ces matinales. Donc, c'est donc, comme je vous le disais, la présidente de la commission communication. Éric Seban est notre vice-président. Donc, Éric je lui laisse tout de suite le micro et je lui laisse se présenter donc la manière dont cette matinale va être organisée avant que le micro soit donné à Marianne Gallo-Laurier qui prendra la suite avec vous, Monsieur Grimbert. Je vous remercie de votre attention et je coupe mon micro. Bonjour à tous. Vous êtes un certain nombre ce matin. C'est difficile de vous passer le micro à l'issue de l'exposé de M. Grimbert. Vous avez en bas de votre écran une petite discussion. Vous poserez vos questions par ce biais-là. Et Marianne et moi-même, nous poserons les questions à M. Grimbert. Juste une observation, la prochaine matinale aura lieu le 14 juin prochain sur le thème de la médiation internationale. David Dutran présentera cette médiation. Éric, tu parles en même temps. Ouais. Éric, il faut que tu t'interrompes quand les personnes parlent. Je vais couper tous les micros. Mais après, vous pouvez peut-être couper les micros. C'est Carole Besson qui parle. Voilà. Est-ce que Carole, vous pouvez mettre votre micro? J'ai bougé de mon lit, je pense que ça m'avait changé. Alors, je vais couper les micros. Et vous remettez ceux des orateurs, s'il vous plaît. J'en ai mal de cou. Voilà, donc vous pouvez réactiver vos micros pour parler. Je ne sais plus où j'en étais, juste pour discuter, je vous rappelle, par le petit bouton discussion en bas de votre écran, et Marianne et moi-même, nous communiquerons les questions à M. Grimbert. Et juste, j'annonçais la prochaine matinale, le 14 juin prochain, David Lutran, sur le thème de la médiation internationale. Marianne, je te passe la parole. Alors,
Monsieur Grimbert, bonjour, ravi de vous retrouver ici. Comme vient de le dire notre présidente Emmanuelle Duparc, vous êtes donc médiateur interne de la SFIL et donc nous sommes vraiment contents aujourd'hui de vous entendre sur votre expérience à ce titre. Nous serions heureux que vous nous expliquiez votre expérience, comment vous avez mis en place ce dispositif au sein de la SFIL, comment il est ressenti au sein de l'entreprise si, à votre avis, il s'inscrit dans le cadre d'une bonne gouvernance. Donc, voilà un peu les premières questions. Il y en aura d'autres. Je pense que vous nous expliquerez aussi comment la médiation interne et externe peut se développer au sein de l'entreprise, mais je ne veux pas empiéter sur votre temps de parole et je vous laisse le temps de vous expliquer totalement. Voilà. À vous. Très bien. Merci beaucoup pour ces introductions. Et je suis vraiment très content d'être parmi vous. Je vois que typiquement, les matinales ont l'air d'être très dynamiques, puisque nous sommes 55, ce qui est un beau chiffre. Donc, je remercie beaucoup l'IEAM de me donner la possibilité de partager des choses avec vous. Alors, Madame Goltz, je voulais juste vous dire que le mot questionner m'a un peu surpris. Je me suis dit, j'espère que je ne me retrouve pas au temps de l'Inquisition. Et je préférerais que nous partagions les choses. Donc, je voudrais juste vous signaler que parmi nous aussi, Claire Hervy est présente. Et Claire Hervy travaille aussi dans la banque dans laquelle je travaille comme médiatrice interne. Donc, le cas échéant, elle pourra aussi, si vous le permettez, répondre à de possibles questions. Moi, je comptais vous présenter quelques slides pour vous expliquer un petit peu comment nous avons mis en place chez SFIL en 2016 notre dispositif de médiation interne, et puis ensuite échanger, puisque je fais l'hypothèse que parmi vous, la plupart êtes des médiatrices et des médiateurs, soit judiciaires, soit généralistes, expérimentés. Et donc, je vais commencer par partager mon écran. Monsieur Grimbert, je vous interromps 2 petites secondes pour demander Oui. peut-être à Hervé d'activer le micro de la personne dont vous avez donné le nom. Pardonnez-moi de ne pas l'avoir retenu. Claire Hervy. Hervy, donc peut-être si elle veut intervenir à vos côtés. Ouais, bonne idée, merci. Ou que Claire l'active elle-même. Voilà. Okay. Bon, je crois que je vais remettre le micro. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, très bien. Oui. Merci à vous. Donc, chez SFIL, on a choisi de mettre en place un dispositif de médiation interne, et je vous en parle parce que pour qu'on puisse échanger sur la problématique médiation externe versus médiation interne, ressemblance, différence, complémentarité, je pense que c'est assez intéressant, comme vous le soulignez tout à l'heure, qu'on puisse voir un exemple de dispositif de médiation interne. Il en existe dans différentes sociétés, mais en tout cas au sein de notre banque qui finance les collectivités locales et les hôpitaux publics, on a décidé de le mettre en place en 2016. Alors, l'axe qui a été privilégié par moi-même et Claire lorsqu'on l'a mis en place avec notre direction et nos élus, c'était le fait que nous avons choisi de travailler sur, assez rapidement dans la banque sur la détection et la prévention des risques psychosociaux. Donc, bien sûr, on l'a mis en place au démarrage du fait de l'obligation légale qui pèse sur nous, hein, dont on ne sait jamais si c'est une obligation de moyens renforcés ou une obligation de résultats. En tout état de cause, c'est quelque chose qui est très fort et qui pèse fortement sur l'employeur. Et puis par ailleurs, une jurisprudence de la Cour de cassation qui, en 2016, une décision avait explicitement visé la médiation comme étant un dispositif qui pouvait valablement, pour autant qu'il était mis en place, permettre à l'employeur de prouver qu'il avait fait toute bonne diligence en matière de prévention des risques psychosociaux. Donc, c'était nos premiers, disons, arguments techniques pour convaincre notre direction ainsi que nos élus du fait que ça pouvait être intéressant en termes de dispositif. Ce qui ne voulait pas dire que la partie était gagnée.
Mais sur le fond, ce qui nous motivait davantage, notre DRH ainsi que Claire et moi, c'était véritablement qu'on réfléchissait à la manière dont fonctionnait notre société. Et on se disait qu'en réalité, un certain nombre de cas, notamment mauvaises relations interpersonnelles, insuffisance managériale, problèmes collectifs dans les équipes, n'étaient manifestement pas régulés par les dispositifs existants. Et donc, on a pensé que ce serait intéressant de réfléchir à la mise en place de la médiation interne chez SFIL, sachant que nous avions par le passé déjà eu recours, notamment dans des cas de problèmes collectifs dans les équipes, nous avions eu recours à la médiation externe via 2 cabinets. En l'occurrence, je parle de cabinets parce qu'à l'époque, nous n'étions pas très férus dans la connaissance et le réseau des médiateurs à qui nous aurions pu faire appel. Et puis par ailleurs, ce qui s'est franchement développé, qui fait un peu tarte à la crème, mais qui est vraiment important, et alors on le voit là, si je prends ma casquette RH, lorsqu'on recrute les plus jeunes d'entre nous, la responsabilité sociétale de l'entreprise est devenue un élément extrêmement important du sens que mettent les salariés dans leur travail. Et puis par ailleurs, juste pour votre information, il y en a peut-être parmi vous qui connaissent bien le secteur bancaire, mais moi je suis un peu monosecteur parce que j'ai toujours travaillé dans le secteur bancaire, mais nous sommes notés, quand nous nous finançons sur les marchés de capitaux en tant que banque, nous sommes notés par des agences notamment extra-financières. Et les critères, dans ces critères, il y a notamment tous les mécanismes de régulation du corps social qu'on peut mettre en place, au titre desquels la régulation par la médiation. Et ça permet à l'institution de se financer à un moindre coût et d'élargir la base d'investisseurs, c'est-à-dire la base des personnes ou plutôt des organisations qui financent la banque. Donc ça, c'est vraiment les arguments qui nous ont amenés et qui continuent à légitimer notre dispositif en interne. Alors, le dispositif, comme je vous l'ai dit, on l'a mis en place en 2016, donc ça fait 6 ans qu'il fonctionne. Alors, plusieurs points. On l'a mis en place en 2016, mais on avait déjà depuis 2013 un certain nombre de choses qui étaient mises en place et de dispositifs pour prévenir et détecter les risques humains. Donc, il y avait déjà 2 référents risques psychosociaux bien identifiés dans l'entreprise, donc Claire et moi-même. Par ailleurs, nous étions adhérents, et je le cite parce que c'est important, je vous montrerai tout à l'heure tout le dispositif pour vous montrer que la médiation interne n'est pas l'unique moyen par lequel nous réglons les différends interpersonnels ou les différents collectifs. Nous adhérons depuis 2013 à une plateforme qui s'appelle Allodiscrime, / d'ailleurs Allosexisme, qui est une plateforme qui est tenue par des avocats que les salariés connaissent, dont nous espérons que les salariés connaissent, puisque nous cessons de faire de la sensibilisation en interne, mais ce n'est pas toujours évident que tous les salariés soient au courant de ces sujets-là. Mais en tout cas, il existe une plateforme disponible 7 jours sur 7, avec un numéro spécial un numéro de référence spécial pour une saisine par un salarié ou une salariée, qui permet à quiconque d'avoir une consultation gratuite, anonymisée, confidentielle, d'un avocat sur une situation que cette personne vivrait en matière de discrimination ou de sexisme, voire de harcèlement. Et puis, nous avons une plateforme externe, une deuxième plateforme, qui est la plateforme signalement.net.sfil. Pourquoi 2 plateformes? Parce qu'il y en a une que nous avions mis en place et qui nous donne satisfaction, et une autre, signalement.net, qui est la transposition en droit français d'une directive européenne qui dit que les entreprises ne peuvent pas avoir seulement des dispositifs internes ou qu'ils ont choisis et qui impliquent l'interne, mais doivent avoir aussi pour les lancements d'alerte des dispositifs externes. Et donc là, typiquement, sur cette plateforme, j'ai reçu il y a peu un signalement pour un harcèlement, une présomption de harcèlement moral. Donc, lorsqu'on a mis la médiation en place, existait déjà un certain nombre de dispositifs. Alors, après, est-ce que ça a été facile de mettre en place la médiation? Non, ça n'a pas été très évident.
Donc, il a fallu embarquer un certain nombre de personnes, si je puis dire. Donc, la première chose, c'est qu'on avait un DRH, et on a toujours un DRH qui s'appelle Frédéric Meyer, qui était très, très pushing, qui voulait véritablement mettre en place ce dispositif. Parce qu'il pensait pour lui que c'était intéressant pour les raisons qu'on a citées, mais aussi pour des raisons qu'on pourrait évoquer de coût, même si c'est difficile à mesurer. Donc, notre DRH a participé à convaincre notre direction générale, les membres du comité exécutif, qu'il pouvait être intéressant d'avoir un dispositif de ce type. Et puis ensuite, nous avons dû convaincre les élus. Et évidemment, les élus, au démarrage, ils n'étaient pas trop pour. Parce qu'en réalité, on était donc à l'époque où le C2SCT s'appelait le CHSCT et le CSE s'appelait le comité d'entreprise. Il y avait donc des délégués du personnel, et les délégués du personnel voyaient le médiateur et la médiatrice, ou la médiatrice et le médiateur, comme des concurrents potentiels sur quelque chose qu'ils considéraient comme étant un peu leur précaré, c'est-à-dire résoudre, notamment vis-à-vis de la direction, un certain nombre de problèmes qui pouvaient se poser entre collaboratrices, collaborateurs, entre managers, collaboratrices, collaborateurs, etc. Donc, nous avons dû les convaincre. Comment ça s'est passé? Aussi bien pour les membres du comité exécutif que nous souhaitions embarquer plus que d'autres, parce qu'ils avaient notamment plus de leadership que d'autres. Et pour les élus et les délégués du personnel, pareil, nous les avons vus individuellement pour leur dire, en gros, en quoi consistait la médiation, quel allait être notre cadre, quelle serait notre posture, et quels seraient les principes qui gouverneraient finalement notre manière d'avancer. Et puis, ensuite, 100 fois sur le métier, remets ton ouvrage. Il nous a fallu et il nous faut sensibiliser tant l'encadrement de l'existence de ces dispositifs que les salariés. L'encadrement, ce qui est difficile avec l'encadrement et en particulier les managers, c'est que lorsqu'on a un conflit interpersonnel, notamment entre une collaboratrice, un collaborateur et un manager, il faut que, comme vous le savez, le manager accepte déjà d'entrer en médiation, ce qui suppose naturellement les approches classiques qui sont utilisées par vous-même en tant que médiateur externe si vous exercez ce type de médiation en entreprise ou ailleurs. Mais ça suppose aussi, bien sûr, que le manager accepte, ou la manager accepte un temps d'abandonner cette position dans laquelle elle a un lien de subordination avec là ou le salarié. Donc voilà, ça suppose de discuter de ces points-là. Pour les élus, je ne vous cache pas, puisque tout à l'heure, Madame Le Laurier disait que, me parlait du fait de savoir comment ça se passait, comment c'était perçu. Les élus aujourd'hui ont une bonne perception de ce dispositif parce qu'ils ont confiance dans le cadre que nous avons posé avec Claire Hervy et dans le fait que, comme nous avons annexé dans les documents, puisque nous avons mis en place une procédure que nous avons fait valider par le COMEX et par le comité d'entreprise, plus exactement par le CHSCT, nous avons annexé à cette procédure le Code national de déontologie de 2009 du médiateur, dans lequel un certain nombre de grands principes sont affirmés, comme naturellement l'indépendance, la neutralité ou l'impartialité. Et nous leur avons assuré que nous étions formés et que nous continuions à avoir de bonnes pratiques de médiateurs, par le biais notamment de l'analyse de pratiques, etc. Donc, la base du processus que l'on a mis en place, nous sommes inspirés du dispositif qui existait à la Banque Postale, parce que la Banque Postale est aussi une filiale du groupe Caisse des Dépôts, et elle n'a pas de dispositif en tant que tel de médiation interne, mais elle avait un texte très bien fait du point de vue de la détection et de la prévention des risques humains. On a eu aussi la chance de bénéficier des conseils de Gabrielle Planès, la présidente d'honneur de l'Association nationale des médiateurs, qui nous a aidés lors de la mise en place de ce dispositif. Pourquoi? Tout bêtement parce que lorsque moi-même je m'étais formé dans une institution
qui s'appelle le CEST CMIE, qui est le deuxième service de médecine du travail d'Île-de-France, qui avait monté tout un cursus de formation de médiation interne en entreprise, et dans lequel Gabriel Planès intervenait, ainsi que j'ai vu Maude Neukirch, qui est présente aujourd'hui. Bonjour Maude, ça fait très longtemps maintenant, mais voilà, j'en profite pour te saluer. Monsieur Grimbert, je vous interromps pour vous dire que Gabrielle Planès est également présente ce matin. Ah, Gabrielle, excuse-moi, je ne savais pas que tu étais présente. Bonjour. Et merci encore pour ton aide lors de la mise en place du dispositif. Alors, je vais vous présenter un slide qui est tout à fait coloré, comme vous allez le voir, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne chez nous. Au centre, j'ai mis, mais parce que c'est l'objet de notre slide, j'ai mis les médiateurs, dont le rôle est chez nous d'écouter, d'analyser, d'orienter, de suivre, voire de réaliser des médiations, le réseau des référents risques humains. Mais ce slide, on le présente souvent aux salariés ou lorsqu'on est en entretien individuel pour expliquer aux RH, aux encadrants aussi, comment fonctionnent les choses. Mais vous voyez que dans une entreprise comme la nôtre, s'il y a un problème de collaborateurs en souffrance, et nous considérons avec Claire qu'un conflit interpersonnel est véritablement une souffrance et pour les personnes et pour l'équipe, et a une incidence extrêmement mauvaise sur la performance collective, l'efficacité de l'entreprise, l'alerte est possible de manière plurielle. Les collègues, les institutions représentatives du personnel, les responsables RH, le déontologue, la médecine du travail, et puis les différents dispositifs dont je vous ai parlé. On peut aussi appeler une ligne de soutien psychologique, on peut s'adresser à l'odiscrime ou à l'osexisme, etc. En tout état de cause, nous, avec Claire et puis Patrick Galland, qui est aussi un des référents risques humains, qui est la troisième petite personne en photo là sur le petit carré bleu, nous traitons de ces différents sujets de risques humains, mais enfin, nous appelons ça les risques humains chez SFIL, les risques psychosociaux. Mais nous, les médiateurs internes de SFIL, nous allons nous concentrer sur les conflits interpersonnels. Alors, comment ça marche ? D'abord, il y a une alerte qui est faite. Alors, l'alerte, je viens de vous en parler. Je vous donnerai juste après quatre exemples de médiation qui ont eu lieu, et puis on pourra vraiment ensuite discuter des différences qui existent et des ressemblances qui existent potentiellement. J'en ai encore pour 5 minutes environ pour mes slides, il en reste 2. Donc d'abord une alerte. Donc cette alerte, elle peut arriver soit par une plateforme, comme je vous l'ai dit, soit comme nous sommes connus au sein de la boîte, puisque nous ne sommes pas énormes, nous ne sommes que 400 salariés. Donc c'est assez facile pour les gens de nous connaître. Ce qui d'ailleurs pourra peut-être vous interroger sur l'indépendance, la neutralité, le rattachement, enfin on pourra en parler après. Mais donc l'alerte est faite soit directement auprès de nous, on est saisi, soit par un manager, soit par un collègue de la RH, soit par un élu. Ensuite, j'ai appelé ça un SAS, on réalise un entretien préalable d'écoute, d'orientation, dans lequel on va en confidentialité, dans un endroit le plus discret possible. Ça peut être à l'extérieur de l'entreprise, ça peut être dans l'entreprise, mais alors à ce moment-là, un étage neutre, en tout cas pas à l'étage où les gens travaillent. On va recevoir cette personne et réfléchir avec elle au sujet qui la préoccupe et voir de quoi il s'agit. Alors, il peut s'agir d'un simple différend, d'une souffrance que la personne ressent parce que elle ne peut plus supporter une collègue ou il y a une dispute qui a eu lieu, mais ça peut aussi être un problème de harcèlement. Typiquement, si c'est une problématique de harcèlement moral, pour le coup, là, on ouvre assez vite une enquête interne avec une commission ad hoc, un groupe pluridisciplinaire qui comprend en fait la médiatrice ou le médiateur interne, le médecin du travail, la déontologue et puis le DRH ou son représentant. Mais on peut aussi décider, si on voit qu'il y a un différend interpersonnel ou un problème collectif dans une équipe ou un projet qui part en vrille parce que, en gros, pour des raisons de relations entre les personnes ou de piètre pilotage, voilà, le projet ne fonctionne pas, donc on peut décider d'entrer en médiation.
Et ensuite, là, véritablement, les questions qu'on se pose à ce moment-là, quand on est en réflexion sur qu'est-ce qu'on fait, on va tout d'abord réfléchir, du fait notamment de la taille de notre boîte, à la question du conflit d'intérêts. Il est clair que quand on est depuis longtemps dans une boîte, ce qui est mon cas et ce qui est le cas de Claire, on peut connaître des gens. Donc, si on connaît des personnes, là, clairement, on va se déporter, c'est-à-dire qu'on n'exercera pas de médiation. Du reste, c'est la raison pour laquelle Claire, qui est présente, conduit à la demande de notre actionnaire, le groupe Caisse des dépôts, avec l'ensemble des filiales actuellement, un groupe de travail qui, sur décision d'Éric Lombard, le directeur général de la Caisse des dépôts, a décidé de développer la médiation interne dans toutes les filiales de la Caisse des dépôts et au sein d'établissements publics, et de proposer aux médiatrices et aux médiateurs internes, quand ils existent dans les filiales, d'exercer des médiations croisées. C'est-à-dire que typiquement, moi je suis chez SFIL, je pourrais intervenir pour résoudre, par exemple, un différend interpersonnel qui se déroulerait au sein de la Poste ou qui se déroulerait au sein de Transdev, qui est une autre filiale, ou d'ICAD, qui est une autre filiale de la Caisse des dépôts. Tout ça n'en est qu'au balbutiement, mais nous sommes en train de le mettre en place. Donc, après, on essaie de réfléchir, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un problème interpersonnel, collectif, de projet? Chez nous, par modestie aussi, parce que Claire et moi ne sommes pas des médiateurs ou des médiatrices très expérimentés, hein, ça fait 6-7 ans qu'on fait ça, nous avons décidé, quand il n'y a pas de conflit d'intérêts, c'est-à-dire quand on ne connaît pas ni les personnes du service, ni les équipes en question, nous avons décidé alors d'entrer en médiation avec ces personnes, et pour ce faire, nous appliquons en gros ce que nous avons pu éprouver, c'est-à-dire essentiellement la méthode de FUTAC, en partant d'entretiens classiques, hein, de rencontres. Ensuite, on mène des entretiens de médiation collectifs, et puis on a ou pas un prescripteur, et on signe des protocoles avec les personnes. Donc, on est très à cheval sur le cadre, et on est d'autant plus à cheval sur le cadre qu'on est en médiation interne, et on fait d'autant plus attention à notre posture qu'on est en position de médiation interne. Mais on ne traite que des différends interpersonnels en l'absence de conflit d'intérêts. Pour tout ce qui est médiation collective ou médiation de projet, nous estimons que nous ne sommes pas suffisamment formés. Donc, en fait, nous avons recours à des médiatrices ou à des médiateurs externes. Alors, voilà. Donc, les médiatrices, médiateurs externes interviennent, pour récapituler. Si on pense qu'on est en conflit d'intérêts dans un différend interpersonnel, on fait intervenir une médiatrice ou un médiateur externe. Alors, on en a référencé un certain nombre sur la base de leur expérience, sur la base de leur formation initiale, sur la base de leur pratique en termes de métier, et sur la base de leur personnalité aussi, en fait. Hein. Il y a des choses aussi un peu, on va dire, magiques, hein, parfois on a le sentiment qu'une personne travaillera mieux avec notre entreprise qu'une autre. Donc, ça, c'est une partie subjective qu'on ne veut pas enlever. Et puis sinon, vraiment, les médiatrices et médiateurs externes interviennent pour les médiations collectives ou de projet. Alors, pour finir, 4 exemples. Donc, 2 choses qui se sont passées chez nous. Donc, un premier exemple, les 3 premiers exemples sont des exemples dans lesquels la médiation interne a pu être mise en place. Donc, la première, c'était une communication rompue entre un manager et une collaboratrice, donc en raison de non-dit à une réorganisation avec, en gros, démotivation, colère, perte d'efficacité, impact collatéral sur la performance de l'équipe. Donc là, typiquement, c'était un manager et une collaboratrice à qui nous avons demandé si ces personnes voulaient entrer en médiation. C'était oui, des entretiens individuels, et ensuite on a fait de mémoire, j'ai dû faire 2 séances de 3 heures à peu près avec ces personnes.
Il se trouve que la personne, la collaboratrice, a ensuite fait une mobilité. Nous considérons que la médiation est réussie parce que, en fait, la collaboratrice est toujours chez nous. Elle est partie en ayant le sentiment d'avoir pu véritablement vider son sac auprès de son manager, et le manager a pu vider son sac avec le tiers que j'étais, en essayant d'être bien sûr neutre, impartial. Mais véritablement, ils sont toujours tous les deux dans la boîte et ils sont tous les deux, il m'arrive de les croiser à la cafette et prendre des cafés ensemble. Donc, je pense que c'est une réussite. Mais c'était vraiment mal parti, ils ne discutaient plus et l'équipe, on avait vraiment, on avait gros sur le cœur parce que c'est des personnes bien sûr attachantes. Voilà. Le deuxième cas, on a décidé aussi de le traiter, concerne une équipe très technique chez nous qui travaille en plus sur le bilan de l'entreprise. Et ces deux personnes se disqualifiaient réciproquement depuis un certain temps. Le sujet véritable ici, c'était un problème d'équilibre des temps. Pas assez de ressources, je pense. Depuis, d'ailleurs, on a embauché une personne en plus. Et ces deux personnes, en fait, avaient fini par plus pouvoir se sentir parce qu'en réalité, elles ne voulaient pas se l'avouer, mais elles avaient des problèmes sur leur congé. Le manager ne réglait pas le problème. Il se trouve que nous, on n'avait pas vu ça au niveau de la RH. Donc, on a fait une médiation, mais ces personnes en étaient venues à un point d'une telle, comment dirais-je, disqualification et détestation qu'elles en venaient à caviarder les outils mathématiques sur lesquels elles travaillaient sur le bilan. Donc, elles mettaient en danger l'entreprise du fait de leurs différends. Donc, là, pour le coup, les personnes ont pu continuer à travailler ensemble et nous avons tenu compte notamment de leur créativité, entre guillemets, puisqu'elles ont pu réaliser que, bon, évidemment, ce qu'elles faisaient n'était pas du tout adapté en entreprise, c'est-à-dire se battre de manière feutrée, mais très violente, sur la base d'outils, en caviardant des formules mathématiques pour rendre faux les calculs qu'a fait l'autre et faire en sorte que, avec un impact sur le bilan de l'entreprise, c'est évidemment quasiment fautif, on va dire, d'un point de vue juridique. Mais en tout état de cause, là, l'entreprise, en les écoutant, a tenu compte du fait qu'ils ont été d'accord à l'issue de cette médiation pour dire, OK, on voit bien que du coup, on a un problème de backup tous les deux, que ce n'est pas des sujets qui sont uniquement liés à nos personnalités, et donc ils ont mis en place un protocole de sortie en disant, en gros, la solution, c'est sans doute qu'on ait une personne en plus, et on a embauché une personne en plus, et ces personnes travaillent toujours ensemble. Et donc, ces séances de médiation ont été utiles puisqu'elles ont au moins permis de mettre en avant le fait que nous n'avions pas suffisamment adapté les ressources au travail réel que ces personnes faisaient. Troisième exemple, un ressenti de discrimination au travail. Alors, les faits n'étant pas avérés juridiquement parce que cette personne avait aussi contacté Allo Discrim et que les avocats qui ensuite ont demandé à cette personne si elle souhaitait contacter la médiatrice, à ce moment-là, cette personne s'est rendue compte que non, il ne s'agit pas en tant que tel d'une discrimination. En revanche, ils ne se sentaient vraiment plus, j'emploie à dessein ces termes, ils ne pouvaient plus se sentir tous les deux. Ils ont été reçus en médiation. La médiation a très vite pas fonctionné. Voilà. En gros, 2 entretiens, on accepte d'entrer en médiation, on est 3 heures ensemble, on continue à s'invectiver, ça ne bouge pas vraiment, pas de catharsis, on va dire, on ne collabore pas, on continue à ne pas se respecter. Là, en l'occurrence, la salariée a quitté l'entreprise dans le cadre d'une transaction qui a été réalisée avec l'employeur. Je ne sais pas si c'est une réussite ou pas une réussite, en tout état de cause. Voilà. Pour information, l'autre médié, vu que là on a décidé d'arrêter la médiation avec l'accord des médiés, on est parti sur un autre dispositif et on a donné un avertissement à l'un et l'une a choisi de partir. Et puis dernier point, on a eu 2 cas dans les 3 dernières années d'équipes qui dysfonctionnaient véritablement, alors à la fois du fait de problèmes interpersonnels dans les équipes,
de certains sujets managériaux, de dysfonctionnement dans les processus. Et là, on a fait appel à des médiateurs externes qui d'ailleurs sont intervenus en comédiation. Et ça a été très utile. Voilà, parce que la plupart des projets, on pense souvent, nous, en entreprise, que ces projets partent à volo. Enfin, je parle aussi sur le contrôle de Claire Hervy, qui est directrice de la transformation chez nous, du point de vue de tout ce qui est organisation et qui est à la direction informatique et transformation. Mais on pense souvent que les problèmes sont liés à des problèmes techniques, etc. En réalité, dans la plupart de nos projets, c'est parce que soit nous ne les gérons pas correctement, soit il y a des problèmes humains qu'on ne voit pas. Et donc, c'est très intéressant d'avoir recours aussi à des gens qui sont véritablement formés à la médiation de projet ou à la médiation d'équipe quand se pose ce type de problème, puisque souvent les entreprises pensent, quand il y a un problème dans l'équipe, à dire « ah ben, on va faire appel à un coach ». Mais un coach n'a pas la même posture qu'un médiateur, puisqu'il va traiter un conflit ou des différends. Donc ça nous paraît important d'avoir cette possibilité-là. Voilà, et pour lancer la discussion, alors je ne sais pas, sur mon écran, j'ai des petits choses rouges, je ne sais pas ce que c'est, ces petits dessins rouges. Donc j'espère que ça ne vous dérange pas. Non, alors là, juste, c'était pour lancer la discussion, je me disais, voilà, j'avais identifié ces petites questions, en fait. Je me disais, en fait, ressemblance, différence, médiation interne, médiation externe. Je me disais, il y a la question de l'indépendance qu'on pourrait se poser, il y a la question de la méthode, j'ai appelé ça la carte et le territoire, et la question du coût. Je vous interromps, M. Grimbert, pardonnez-moi de vous interrompre, pour vous dire qu'effectivement, on a des questions qui commencent à arriver sur le fil. Oui. Donc, Éric Séban et Marianne Gallo-Laurier vont s'en faire les porte-voix. Donc, de nous laisser du temps, parce que nous aimerions également Est-ce que je peux arrêter le partage, là, du coup ? vous interroger sur ces différentes questions. Donc, vous pouvez effectivement arrêter le partage.